La France se lance dans la planification écologique, bravo, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les acteurs de l'économie circulaire et de l'économie du réemploi? Ou bien est-ce que ça manque de cohérence? C'est dans ESS News le live, ce dont on va parler aujourd'hui. C'est l'émission dans laquelle on parle de l'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, on se penche sur la filière du jouet d'occasion. Notre invitée s'appelle Karen Birstein. Bonjour Karen. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes la co-directrice de l'association Rejouer et vous allez répondre en direct aux questions de nos lecteurs pendant ce live. Donc évidemment, vous commencez le plus vite possible à poser vos questions pour que Karen puisse y répondre dans le courant de l'émission. Et comme Rejouer est aussi un chantier d'insertion, on va parler avec vous de jouets, de pollution plastique, mais aussi d'insertion professionnelle et de politique de l'emploi. Tout ça, c'est dans l'actu. Alors on démarre tout de suite avec l'actu. Et l'actu de la semaine, c'est d'abord le budget de l'année 2024 qui a été présenté hier par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Un budget qui va être discuté au Parlement dans les semaines qui viennent, bien sûr, et qui prévoit notamment une baisse du budget de l'emploi, 450 millions d'euros de moins que l'année dernière, que cette année en tous les cas pour l'année prochaine. Donc 450 millions d'euros de moins en 2024 comparé à 2023 parce que, paraît-il, le marché de l'emploi va mieux. Alors, disons que c'est une bonne nouvelle, mais Karen Birstein, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le marché de l'emploi va mieux? On voit que le taux de chômage baisse, c'est ce que nous dit le gouvernement et il n'y a pas de raison d'en douter bien sûr, mais comment est-ce que vous sentez les choses, vous, sur le terrain? On va voir 3 photos qui illustrent votre travail chez Rejouer. Il y a votre entrepôt d'abord à Vitry-sur-Seine, où on voit beaucoup de jouets sur des étagères. Il y a vos salariés qui font le tri des jouets. Et puis, on voit votre boutique à Paris 14e. Est-ce que vous avez du mal à recruter? Est-ce que les salariés que vous formez trouvent tout de suite du travail une fois qu'ils sortent de chez vous? Est-ce que vous aussi, vous sentez que le marché de l'emploi va mieux? Alors, si seulement. Le premier constat, c'est qu'on voit tous qu'il y a plus de précarité. Même si le marché de l'emploi, dans les chiffres annoncés, va mieux, il y a quand même cet aspect précarité qui augmente et qu'on constate tous dans les associations qu'on connaît bien, comme les Restos du Cœur, qui doivent distribuer de plus en plus de repas. Ça veut dire qu'il y a plus de gens en emploi, mais ils gagnent moins. Il y a des contrats de travail plus courts et puis il y a aussi du chômage caché, en fait, des gens qui il y a plus de, voilà, il y a plus de précarité par rapport au travail. Le travail ne permet plus de payer correctement et de vivre correctement. Et puis, il y a un autre aspect qui est très important et qu'on voit, nous, chez Rejouer, c'est que il y a une partie de la population qui est éloignée de l'emploi, mais qui est très éloignée de l'emploi. Et ça, cette population, c'est incompressible. On n'a pas de diminution du nombre de personnes qu'on recrute. On recrute toujours autant de personnes éloignées de l'emploi. Il y a de nombreux freins. Et ces freins, ça n'est pas une politique de l'emploi qui peut les lever. Enfin, pas seulement, en tout cas, il y a de nombreux freins qui sont liés au logement, qui sont liés à des politiques publiques liées à l'enfance, par exemple, tout ce qui est mode de garde. On a énormément de femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui n'ont pas de mode de garde. Donc, c'est un frein énorme pour l'emploi. Et vous êtes d'ailleurs ancré dans les quartiers populaires. Vous avez été à la Porte de Vanves à Paris, maintenant vous êtes à Vitry-sur-Seine pour votre entrepôt. Donc effectivement, c'est des quartiers où il y a des populations en difficulté sociale. Oui, on a différents types de populations. On a en effet beaucoup de femmes seules, enfin de mères seules. On a aussi des personnes qui sont en précarité de logement, qui ont des difficultés par rapport à la langue, des réfugiés. Et donc, ces personnes-là, elles sont très éloignées de l'emploi et il faut qu'on continue à les accompagner. Et donc, c'est ça, vous êtes en train de nous dire qu'il y a l'activité de jouet chez vous, mais il y a la partie accompagnement des salariés. Donc, vous avez des travailleurs sociaux qui aident ces personnes-là à émerger, en fait, à vivre un petit peu mieux dans leur vie malgré toutes leurs difficultés. Exactement. Dites-nous combien vous avez de salariés chez Rejouer? Alors,
On est en moyenne à 40 travailleurs en insertion parce que c'est des contrats de 6 mois qui sont renouvelables jusqu'à 2 ans. Mais sur l'année, on a formé en 2022 72 personnes. Donc voilà, avec l'évolution, mais en présentiel actuellement, on a une quarantaine de salariés. Et vous avez combien d'encadrants? Alors en permanent, on en a 20. On a des encadrants pour la partie de production, mais on a aussi surtout des encadrants sociaux qui vont travailler sur tous les freins dont je vous ai parlé précédemment, qui vont aider sur la partie logement, qui vont aller potentiellement à l'ambassade pour travailler sur un visa. Et ces freins-là et ces encadrants qui essayent de lever ces freins-là, la baisse des aides, c'est un problème pour nous. Parce que ça veut dire soit moins d'encadrants, soit moins de personnes encadrées. Et ça, c'est important. Pourquoi vous nous parlez d'une baisse des aides? Parce que vous constatez déjà une réduction des aides au poste pour les postes d'encadrant, c'est ça que vous nous dites? On a alors des aides pour les travailleurs de manière générale. Pour les travailleurs en insertion aussi. De manière générale, on a constaté une baisse des aides publiques. Et donc nous, en tant que chantier d'insertion, ça nous met évidemment en difficulté. Qui vous finance? C'est le département? Alors, on a une partie qui est vraiment liée à des aides d'État, tout ce qui est aide à l'emploi notamment. On a des aides régionales et départementales. Et puis après, on a du mécénat. On doit aussi se tourner vers des institutions un peu plus privées. Je pense au SICTOM, par exemple. Puis on a la vente de jouets aussi qui nous finance et la vente de prestations. Voilà, oui, parce qu'on peut dire quand même que bien sûr vous avez une activité économique en propre, même si elle ne suffit pas à assurer votre équilibre, mais du fait de votre travail d'insertion qui est considérable, 72 personnes sur l'année dernière, c'est vraiment beaucoup. Votre activité de vente en propre, vous l'exercez dans votre boutique du 14e arrondissement, mais pas seulement. Vous travaillez aussi avec les crèches, avec les professionnels de la petite enfance. Racontez-nous ça. Tout à fait. On a donc cette boutique pour les particuliers dans le 14e rue du Château, mais on a également une boutique dédiée aux professionnels à Vitry pour tout ce qui est professionnel de l'enfance. Donc ça va de la crèche à la ludothèque, aux assistantes maternelles. Et l'objectif, c'est aussi d'amener les collectivités pour toutes leurs activités liées à l'enfance. Donc, c'est les centres de loisirs, les crèches évidemment, mais les écoles maternelles, à venir se fournir chez nous pour plein de raisons, raisons environnementales, raisons financières, parce qu'ils vont avoir des jouets de très bonne qualité à des tarifs moindres, et puis des raisons purement éducatives en fait. C'est-à-dire qu'ils montrent l'exemple et ils éduquent les enfants dans le réemploi et dans la manière de consommer différemment. Alors comment on fait pour avoir des jouets à tarif moindre, comme vous venez de l'expliquer? Eh bien, votre métier, c'est de collecter des jouets usagés. Alors, il y a des dons et puis il y a de la collecte en propre. Vous les nettoyez, vous les réparez, vous les revendez. C'est ce qu'on appelle le réemploi, cette activité de réemploi de jouets. On est dans l'économie circulaire et on va d'ailleurs voir une image qui va montrer le circuit du réemploi de jouets chez Rejouer, du don des consommateurs à la collecte et puis au tri, au nettoyage, jusqu'à la mise en vente. Et vous avez forcément été sensible, quand on comprend votre activité, à l'impulsion par le gouvernement d'une planification écologique. C'était l'annonce de la semaine dernière. Alors il paraît que la France est très en avance sur le sujet comparé à d'autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez Rejouer? Alors, nous, chez Rejouer, on ne se positionne pas sur toute la politique environnementale et toute la planification. Mais n'empêche que vous avez un avis sur la question. On a au moins un avis sur notre activité et sur la partie écologique de notre activité, c'est-à-dire que la mise en place de la REP. Donc la responsabilité élargie des producteurs de jouets en l'occurrence, producteurs qui doivent assurer les conséquences en émissions de CO2 de leur production de jouets jusqu'à leur fin de vie. Exactement, qui doivent gérer la fin de vie des jouets, soit en travaillant sur le réemploi, soit en participant financièrement
au recyclage et au tri, au recyclage. Donc, toutes les taxes, enfin l'éco-contribution toutes les éco-contributions qui sont prélevées pendant ce cycle d'achat du consommateur sont prélevées par un éco-organisme qui doit les redistribuer aux acteurs du réemploi. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a toujours pas été mis en œuvre. Donc vous nous dites que moi, si je vais chez le marchand de jouets, j'achète un jouet, je paye une petite taxe pour le recyclage de ce jouet, le recyclage ou réemploi, et cette petite taxe multipliée par X millions de Français doit arriver dans la filière REP jouets, responsabilité élargie du producteur, sauf qu'elle n'arrive pas, ou elle arrive mais elle n'est pas encore redistribuée. Elle arrive parce que vous payez. Ah oui, c'est vrai que je paye. Alors déjà, voilà, juste le petit point, c'est que c'est le consommateur qui paye. Et qu'en théorie, ce n'est pas le consommateur qui doit payer, c'est le producteur. Mais après, ça remonte à la filière et ça devrait vous être redestiné Exactement. ensuite. Et ça n'est pas le cas. Pour l'instant, ça n'a pas été mis en œuvre encore, on n'a pas reçu de financement. Mais cette filière, elle date d'il y a 2 ans maintenant. Oui. La loi, elle date d'il y a 2 ans. Pour la mise en place des nouvelles filières REP, alors qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Ça bloque quelque part. Vous savez où, mais vous n'avez pas envie de le dire. Non, alors on essaye de travailler avec Ecomaison, qui est donc l'éco-organisme qui gère la REP jouet. Et l'objectif, c'est que ça avance, c'est que les collectes commencent, c'est que on puisse avoir un financement parce que c'est aussi important pour notre équilibre économique et c'est là où nous on parle de réemploi et de travail, de développement durable. On peut imaginer aussi à l'échelle de la France que la mise en place d'une filière, une nouvelle filière industrielle de collecte de jouets ou d'autres choses, parce que ça existe pour les articles de sport. Bon, oui, tout à fait. On peut imaginer que c'est assez complexe à mettre en place, qu'il faut inventer peut-être des nouveaux circuits, qu'il faut mettre des acteurs d'accord sur des enjeux qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Donc on peut se dire, bah oui, en fait, ça prend du temps. Mais sauf que pour vous, ça représente un danger économique pour votre pérennité ? Oui, c'est une part non négligeable de notre business model. Et donc, il est important que cette REP se mette en route. Elle devait se mettre en route début 2023. Et pour l'instant, on n'a pas de visibilité. Donc, on est quand même presque au mois d'octobre. Voilà. On n'a toujours pas de visibilité, on n'a pas de versement, on n'a rien. Donc, c'est important que... Vous allez prendre 1 an de retard sur cette collecte de fonds et elle faisait partie de votre budget prévisionnel ? Oui, elle faisait partie de notre budget prévisionnel. Vous savez combien elle représentait ? 5%, 10%, 25% de votre budget ? Non, je ne peux pas vous dire exactement, mais en tous les cas, ça vous en tout cas, là, à date, on ne boucle pas notre budget donc on fait encore appel aux mécènes, aux particuliers pour qu'ils aillent acheter leurs jouets de Noël chez nous. Voilà, il est important qu'on continue à être soutenu pour l'année 2023. Évidemment, c'est le cas pour Rejouer, mais c'est le cas aussi pour les autres ressourceries de jouets. On en parlera en fin d'émission, mais vous n'êtes pas les seuls acteurs à être concernés par cette difficulté. Difficulté qui intervient en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, au moment où un décret vient déverser des grains de sable dans les rouages de votre filière qui est fragile, votre filière d'activité. Un décret qui veut, si j'ai bien compris, qui veut interdire les jouets de seconde main dans les marchés publics. Ça veut dire que des mairies ne pourraient plus acheter des jouets d'occasion, chez vous par exemple, pour ces crèches ou pour ces ludothèques. C'est bien ça ? Alors, ce n'est pas tout à fait une interdiction. Suite dans la continuité de la loi AGEC, il y a un décret qui oblige les collectivités à acheter 5% de leurs jouets issus de la seconde main. Et là, il y a un avis pour modifier ce décret qui supprime cette obligation. Donc, on n'est pas dans l'interdiction, mais on sait bien que les collectivités, les acheteurs des collectivités, s'ils ne sont pas incités pour ce genre de choses, à moins d'un énorme volontarisme politique qui existe dans certaines communes, et on le sait, et on travaille avec des communes comme Vitry, comme Clichy, vraiment de nombreuses communes, mais sans ce volontarisme et sans cette obligation, il ne se passera rien. Alors pourquoi ce décret ? Il vient d'où ? Alors,
On a pu échanger avec la DGE et le ministère de la Transition, voilà, de l'emploi. C'est pas l'emploi. Non, des entreprises. Des entreprises. Voilà. Donc, ce seraient des remontées de terrain. Ils ont fait des enquêtes auprès du terrain. Et le premier frein, c'est c'est de la sécurité. Alors, ce sujet est une récurrence pour les réfractaires. C'est un vrai faux problème. C'est un tout à fait faux problème. La sécurité des jeux d'occasion chez vous. Parce que moi, j'ai eu l'occasion, je peux vous le dire, j'ai eu l'occasion d'aller visiter les locaux de Rejouer, son entrepôt, et j'ai vu le travail des personnes qui sont chez vous. Et on voit qu'à la sortie du circuit, les jouets, ils sont comme neufs. Oui. On sait qu'ils sont d'occasion. Mais ils sont nettoyés, donc ils sont propres. Ils sont testés, ils sont contrôlés. Ils sont réemballés et ils ont franchement l'air d'être neufs. Donc, et en fait, en creusant, on s'aperçoit que ce ne sont pas des gens qui ont acheté, ce ne sont pas des gens qui ont eu des problèmes avec des jouets. Ceux qui ont peur. Ce ne sont pas des personnes qui ont acheté ou qui ont eu des problèmes. Puisque on a clairement demandé, est-ce que vous avez un rapport? Est-ce que vous avez des faits, des chiffres? Et en fait, ce ne sont que des a priori et des perceptions. Et donc, ça, c'est le premier point. Et donc, nous, on a rassuré sur nos process, comme vous l'avez indiqué. On a vraiment des process et un cahier des charges extrêmement précis. Et on a rassuré là-dessus. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y aurait pas d'offre. Alors, ça, c'est un peu le jeu du serpent qui se mord la queue. Ou, je ne sais pas si c'est vraiment un jeu, mais en fait, s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'offre. Et notre économie notre business model étant assez fragile, si on sait qu'il n'y a pas de demande et qu'il n'y a pas d'obligation, ça va être beaucoup plus difficile d'aller proposer une offre. Surtout que vous êtes sur une nouvelle filière, et dans une nouvelle filière, il faut bien proposer pour Exactement. la mettre au jour, lui donner vie, avant que les gens se disent « Ah oui, ça peut m'intéresser ». Et on sait pourtant que les Français achètent de plus en plus de seconde main. Oui. Là, depuis 2 ans, depuis le Covid, en réalité, ils ont commencé à réfléchir. Les enjeux climatiques aussi qui sont devant nous les font se comporter différemment. Ça fait le jeu de qui, ce décret? Ça fait le jeu des grands fabricants de jouets classiques? Alors oui, clairement, c'est beaucoup plus favorable pour eux puisqu'ils ont une économie classique et puis ils peuvent continuer de vendre leurs jouets de première main. Exactement. En plastique. En plastique, en tout ce que vous voulez, tout ce qui pollue. Et puis, effectivement, nous, derrière, ils n'ont pas cette contrainte financière aussi forte que nous. Et s'ils sont privés, ils commencent à se mettre au réemploi, mais s'ils sont privés de ces 5%, ça n'a pas d'impact en fait pour eux. Alors que pour les acteurs du réemploi solidaire, ça a un impact. Sachant en plus que dans la loi AGEC, il y a quand même tout un sujet et un objectif sur le réemploi solidaire. Donc les lois, les décrets sont en contradiction totale. Et tout ça au moment où les grandes enseignes de distribution de jouets vous concurrencent aussi avec leur propre réseau désormais de jouets de seconde main. Oui. Comme Zara le fait dans la mode, vous avez aujourd'hui effectivement des King jouets qui se mettent, voilà, qui récupèrent des jouets de seconde main auprès de leurs anciens clients et qui viennent vous concurrencer directement. Oui, alors après, nous, on a une dimension sociale extrêmement forte qu'on revendique et qu'eux n'ont pas. Et moi, il y a un sujet qui est hyper important pour moi, c'est la sécurité. C'est-à-dire que nous, on a en effet un business model qui est fragile, mais néanmoins, on n'est pas sur de la recherche de profit, on n'est pas sur de la recherche de marge. Et donc, on ne lésine pas sur la sécurité. À un moment, on n'aura pas à faire un choix entre la marge et la sécurité. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas des grandes enseignes. Est-ce que tout ce dont on vient de parler jusqu'ici menace la pérennité économique de votre filière d'activité? Alors, si on cumule les baisses d'aide à l'emploi, les baisses, la REP qui n'est pas effective, les marchés qui n'existent plus, tout devient plus difficile. Est-ce que ça menace? On est quand même très volontaire et il y a des gens, heureusement, et des entreprises qui sont des mécènes et qui nous aident. Mais
c'est fragile, c'est sûr, c'est fragile. Et c'est important de pérenniser ça. Et donc, il faut soutenir Rejouer et ses camarades dont on va parler dans quelques minutes. On quitte les questions d'actualité pure et on va aller voir quelques sujets connexes, toujours autour de Rejouer et de la filière du réemploi de jouets, bien sûr. C'est le Zoom dans ESS News. Premier zoom sur la pollution plastique parce que Karine Bierstein, vous avez posté sur les réseaux sociaux un visuel, une image de jouet intitulée avec humour Plastic Park, le post. Pourquoi ce double message autour des dinosaures ? Alors, c'était une petite pointe humoristique de notre service com pour fêter, entre guillemets, les 30 ans du film Jurassic Park. Mais c'était aussi pour dénoncer le nombre de jouets qui avaient été produits et l'engouement pour tous les dinosaures en plastique et les figurines en plastique qui avaient produit ce film finalement, parce qu'il y a aussi tout l'aspect merchandising qui génère beaucoup de pollution. Voilà, et il y avait ce petit trait d'humour aussi de se dire on vit dans un monde sans plastique et c'est fantastique, mais enfin on vise vrai. Non, mais c'était voilà, voilà, l'idée était de dire ça y est, on vit dans un monde sans plastique et puis un peu comme dans Jurassic Park, des scientifiques fous veulent donc, face au merchandising, vous avez fait un peu de marketing voilà. Engagé, voilà, comme on aime bien le souligner ici dans ESS News. Petit zoom technique maintenant pour montrer la place du réemploi dans la chaîne de l'économie circulaire. On va voir sur cette image ce que dit la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire que vous avez citée tout à l'heure. Le réemploi, c'est la 4e brique de l'économie circulaire. Est-ce qu'elle est aussi importante que les autres ou est-ce que vous pâtissez d'être en bout de chaîne finalement aux yeux des pouvoirs publics ? Alors, elle ne devrait pas être en bout de chaîne parce que en effet, là on la voit en bas à droite, il y a le réemploi. En fait, le réemploi, ça devrait arriver en 2e position, puisque on sait les déchets, les meilleurs déchets sont ceux qu'on ne fait pas. Donc, réduire la consommation et la production de déchets, c'est évidemment la première chose à faire. Mais derrière, c'est le réemploi qui prime. Ce n'est ni le recyclage qui a un coût énergétique important et la réparation, c'est à peu près au même niveau que le réemploi, mais ça peut demander de l'énergie supplémentaire, de la consommation supplémentaire. Donc on est d'accord, il faut arrêter de jeter. Alors, il faut arrêter de jeter et il faut réutiliser, il faut réparer. Et vraiment, le recyclage, c'est le bout de chaîne, quoi. Mais alors, ça devrait être le recyclage qui devrait être en bout de chaîne. Or, c'est le réemploi. Et forcément, ça vous positionne très mal dans la chaîne, dans la prise de conscience des Français, en réalité. Oui. Et dans la prise de conscience, probablement, des décideurs politiques. Oui, alors, il y a aussi ce changement de paradigme qui n'est pas encore fait, qui est de dire il faut qu'on consomme moins. Mais sur la planification écologique, on n'était pas sur cet aspect-là non plus. Et on consomme moins, ça veut dire on réemploie. Et donc, ce n'est pas encore dans toutes les volontés politiques, on va dire. Bien sûr, c'est important. Le prochain Zoom, Karine Bierstein, c'est une pensée évidemment chaleureuse pour Claire Tournefier. Claire, c'est la fondatrice de Rejouer. On va la voir en 2017 sur une photo que je dois être l'un des seuls à avoir. Elle est en compagnie de Nicolas Hulot. Alors, on ne s'étendra pas sur Nicolas Hulot, mais il était à l'époque ministre de la Transition écologique et il l'a faite chevalier de l'Ordre du Mérite pour avoir eu l'audace et la persévérance de créer Rejouer. Claire Tournefier vous cède la place à vous et à votre co-directrice, puisque vous êtes 2 nouvelles co-directrices. Claire qui organise ce soir son pot d'adieu, donc évidemment, on l'embrasse. Elle quitte la direction de Rejouer. Est-ce qu'elle quitte aussi Rejouer intégralement? Et j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment s'est faite votre arrivée chez Rejouer. Parce que vous venez, vous, du secteur de l'agroalimentaire. Oui. Alors moi, je viens du secteur de l'agroalimentaire, mais avec une forte empreinte, alors peut-être pas le bon mot d'ailleurs, une forte empreinte environnementale. C'est-à-dire que j'avais vraiment
à cœur. Engagement, voilà. Engagement environnemental. Et un engagement social aussi. J'avais une politique sociale assez développée. Dites-nous, chez qui vous étiez, ce que vous faisiez? Alors, j'avais créé ma propre biscuiterie pendant 6 ans. Et donc, moi, j'engageais des jeunes en difficulté dans leur parcours professionnel et scolaire. Et je les formais à toute la chaîne agroalimentaire, la traçabilité, l'hygiène, etc. Donc ça, c'était la partie sociale. Et j'avais à cœur d'avoir des produits bio, des ingrédients français ou issus du commerce équitable, un packaging minimal issu de forêts. Voilà, un engagement à 360 Exactement. degrés. Et donc, pour moi, c'était évident que je ne pouvais pas revenir en arrière sur mes précédentes expériences professionnelles et que ces engagements devaient... Vous ne pouviez pas aller travailler chez Mars? Ah non, non, je ne pouvais pas. Pourtant, je suis gourmande, hein, mais non, ça n'allait pas fonctionner. Alors, en tant que co-directrice aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous allez suivre toutes les deux? Alors, on a... bon, je viens d'arriver déjà, donc je suis arrivée il y a 3 semaines, donc... Il n'y a pas de grand chambardement. Merci d'être déjà chez ESS News, chez Mediatico. Voilà, il n'y a pas de grand chambardement pour l'instant prévu sur la stratégie. Claire a fait un travail admirable avec ses équipes pendant 12 ans. Elle a mis en place des choses sur tout ce qui était notamment la vente aux professionnels, sur la vente de prestations aussi, puisqu'on fait des team building solidaires. Donc voilà, si vous voulez engager vos équipes dans... de la cohésion, autour de la solidarité, de l'environnement, c'est chez Rejouer qu'il faut venir. Donc pour l'instant, on va continuer et on prend nos marques avec Nathalie Houry, qui est ma co-directrice. Et puis on verra sur 2024. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre en œuvre cette REP avec les partenaires et les parties prenantes. Et puis de vendre encore plus de jouets. De diffuser la bonne parole, on va dire. Vous êtes dans la continuité. Bon, vous avez compris le message. Il faut 2 co-directrices pour remplacer une super directrice. Claire, bravo. Dernier zoom sur votre réseau qui s'appelle Rejouons Solidaire. Claire Tournefier a été à l'initiative de la constitution de ce réseau de ressourcerie de jouets. Il s'appelle donc Rejouons Solidaire. On va voir sur la carte de France où sont implantées les différentes ressourceries qui sont dans ce réseau, sur pas mal de territoires. Alors ça regroupe, je ne sais pas si vous voyez les logos, Carijou, Enjoué, Joujou, Recycle Jouet, Tijouet et Rejouet. Est-ce qu'il y a beaucoup de ressourceries de jouets comme ça en France, Karine Birstein, et est-ce que ce réseau a vocation à s'étendre? Oui, alors déjà la raison d'être de Rejouons Solidaire, c'est d'une part de porter la bonne parole, notamment sur ce décret dont on a parlé, et d'aider également les pouvoirs publics à former leurs acheteurs à la seconde main, à leur expliquer qu'il y a des process. Voilà, on a un travail important de pédagogie, d'éducation auprès des pouvoirs publics. Et la deuxième raison d'être, c'est d'essaimer sur le territoire, car on n'a pas vocation, si vous voulez, à aller chercher des jouets à travers la France. Le projet est plutôt de se dire qu'un jouet, pour que tout soit cohérent dans l'empreinte qu'on va faire, c'est qu'elle soit la plus réduite possible. Donc, il faut qu'il soit au plus près de la collecte et du nettoyage. Donc, l'idée, c'est plutôt d'essaimer. Actuellement, donc, on est 6 adhérents dans ce réseau. On accompagne des porteurs de projets. Donc, on a actuellement 4 porteurs de projets que nous accompagnons dans la structuration de leur entité. On les aide à aller au-delà des freins qu'on a pu connaître et que Claire a connus. Et on a aussi identifié des ressourceries et des structures qui font comme nous sur le territoire. Il y en a une dizaine. En plus des 6 qui sont dans le réseau. En plus des 6 qui sont dans le réseau. Et donc, on va les approcher pour qu'on se structure et qu'on essaime le plus possible. Et un développement européen du réseau, ce serait envisageable? Alors, c'est un peu tôt parce que le réseau est officiellement créé depuis le mois de juin, je crois. Donc, pour moi, il existe depuis au moins 1 an. Mais d'accord, très bien. Alors, il existe depuis un an
officieusement, mais les statuts et tout ça, c'est vraiment depuis le mois de juin, donc c'est très récent. Donc c'est un peu tôt, effectivement, pour envisager. C'est un peu tôt, mais pourquoi pas. De toute façon, c'est un objectif qu'on doit partager le plus possible. Allez, on va aller regarder les questions du public sur Twitch, et puis pas seulement sur Twitch. ESS News le live, donc sur Twitch, c'est là que vous pouvez poser vos questions en direct pendant l'émission, mais vous pouvez aussi en poser un petit peu à l'avance sur les réseaux sociaux et par mail, parce qu'on en reçoit quelques-unes, puisqu'on poste l'affiche de cette émission sur nos différents réseaux. Et la première question, c'est celle de Julie, qui nous dit, alors elle réagit effectivement à un post que nous avons publié, qui dit Toulouse vient de lancer cette semaine un marché pour que les ludothèques justement municipales achètent des jouets d'occasion. Donc pourquoi est-ce que vous dites que c'est plus possible? À partir de quand? Comment ça va se passer? Alors, magnifique, bravo Toulouse, j'ai envie de dire. Donc c'est possible. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut... Pour ceux qui n'ont pas l'obligation, le volontarisme politique, ça marche aussi. Donc, dès qu'il y a une collectivité, une ville qui est engagée, mais on ne peut que saluer la démarche de Toulouse. Alors, on salue la démarche de Toulouse. On a Jean-Jacques qui nous dit que Jouet Club fait maintenant lui aussi du jouet d'occasion. On parlait tout à l'heure de King Jouet. Est-ce que ça veut dire que vous avez gagné le combat idéologique contre le tout jetable, contre les jouets jetables? Alors, on n'a pas encore gagné, parce que, voilà, c'est exactement, il y a encore 100 000 tonnes de jouets qui sont jetés tous les ans, et donc on est loin d'avoir gagné. Toutes les initiatives qui mènent au réemploi sont des bonnes initiatives. Donc, moi, le chemin est encore long, voilà. C'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement. On n'a pas fini. Et on a Martine qui nous dit, est-ce que la fondatrice quitte Rejouet ou est-ce qu'elle change juste de fonction? Non, elle quitte Rejouet, mais elle va probablement rester dans l'ESS et dans l'économie circulaire. Et voilà. Merci beaucoup, Karen Birstein, d'avoir été notre invitée dans ESS News le live, Frédéric. La nouvelle émission de Mediatico, qui est donc le média de l'économie sociale et solidaire. Un grand merci aussi au public pour les questions que vous nous avez posées pendant l'émission. Et puis rendez-vous jeudi prochain, bien sûr, à 18 h pour une nouvelle émission ESS News le live.